BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Jean-Sébastien Bellé face à Julien Ebenzahl aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Julien Ebenzahl, le président de Futur AM, et Jean-Sébastien Bellé, associé fondateur de Trust Team Finance. Bienvenue sur le plateau de BFM. On a une séance d'hésitation pour l'instant. Tout le monde se regarde en chien de faïence sur les marchés. Le CAC est autour des 4505 points en attendant la nuit prochaine, le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton, le beige book de la Fed aussi. On tient malgré tout les 4500, Julien. Est-ce que c'est un bon signe là, le fait de les tenir? Peut-être, on va voir comment tout ça évolue, mais peut-être pour la deuxième séance de suite. Oui, alors à très court terme, le fait qu'à l'approche de cette barrière, on n'ait pas un reflux immédiat, effectivement, c'est bon signe. Mais je ne sais pas si on peut aller au-delà en termes de conclusion. Pour moi, les bons signes, j'en ai vu plusieurs au cours des derniers mois, toujours les mêmes. Le premier, le plus évident, c'est l'annonce surprise du Brexit et la réaction vraiment spectaculaire des marchés. C'est-à-dire qu'au moment où on leur annonce la réalité d'une sortie, de la sortie d'un pays, d'un environnement libéral pensé depuis des années qui est la communauté européenne, eh bien finalement les marchés reprennent vigueur juste après, passent ce cap, ce qui veut dire que toute cette situation est déjà bien intégrée. Donc des événements en fait négatifs, il y en a de nombreux. Il y a aussi peut-être finalement la conviction maintenant, je crois que le marché est en train de se convaincre que la Fed va monter ses taux. Donc pour moi, c'est assez logique ce qui se passe, mais sans convaincre finalement par petites étapes. Je dirais en termes comportemental, c'est que chaque semaine, on fait un petit pas en plus d'acceptation de cette situation, qui dans le fond, je crois, n'est qu'une normalisation, n'est pas un cycle de hausse de taux infernal. Et cette acceptation se fait avec un marché américain qui reste très bien accroché et un marché européen qui commence à sortir un petit peu de surperformance. Alors c'est discret, c'est timide, mais notamment le comportement des banques récemment montre que tout cet enchaînement, force du dollar, hausse des taux de la Fed, bonne tenue des matières premières, restauration potentielle des marges des banques au travers de la pontification de la courbe, toutes ces choses sont de bons signes. Donc à court terme, c'est bien, mais je dirais surtout à moyen terme, ça reste très porteur. Donc pour vous, le tournant majeur du moment, c'est cette belle résilience des marchés à ce scénario en effet de hausse des taux de la Fed, possible réduction du QE de la BCE. La façon dont les marchés réagissent, c'est plutôt de bon augure pour la suite, pour 2017 et pour peut-être le cycle de normalisation monétaire dans lequel on pourrait entrer là après 10 ans de politique absolument incroyable, jusqu'à nous amener aux taux négatifs dans lesquels on est aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est ça. Cette année et 2017 ne sont pas des années pour moi à haut risque. Et je pense d'ailleurs en termes de ça, j'avais développé une étude assez complète sur quand un grand traumatisme arrive, comme 2008 par exemple, 2008 avec un peu 2009. En fait, il y a un effet de résonance pendant quelques années, mais le même niveau de risque ne peut pas réapparaître avant au moins 7 à 9 ans. Donc c'est devant nous, mais c'est pas en ce moment. Voilà, ça n'est pas aujourd'hui. Et si on regarde la succession des grandes crises financières, des grandes paniques financières, on voit toujours qu'il y a un espace assez long entre ces deux moments. Et pour qu'on arrive à un nouveau moment de risque, il faut quand même qu'on succombe d'une certaine manière à l'optimisme. Parce que ce qui précède toujours une panique, c'est qu'on a été trop optimiste. Et je ne crois pas, pour être vraiment sur le terrain strictement comportemental, je ne crois pas que les marchés véhiculent un optimisme même modéré. Je crois qu'ils sont encore dans une forme de scepticisme parce que bien il y a les mauvaises nouvelles entre guillemets dont je parlais et cette très bonne réaction collective. Tout ça m'amène à penser qu'on a plutôt de la hausse devant nous sur les marchés actions. Jean-Sébastien, pour Trust Team Finance, plutôt optimiste du coup, là, compte tenu de ce discours-là, cette analyse que nous délivre Julien? Oui, alors vous savez, nous on a une analyse complètement différente, c'est-à-dire que on ne croit pas que les marchés ont un pouvoir de prédiction ou d'analyse à court terme qui soit cohérent. C'est un groupe de gens qui réagissent. Sur le Brexit, par exemple, on l'a bien vu, d'abord une réaction très négative et puis ensuite on passe à autre chose. Mais la réalité, c'est que dans les faits, le Brexit aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Même les Anglais eux-mêmes ne savent pas. On parle à certains moments de Brexit dur, à d'autres moments de Brexit soft. Et dans tous les cas de figure, il faudra beaucoup de temps pour intégrer les conséquences de ce Brexit. Donc ce que les marchés peuvent penser de ces événements nous indiffère totalement. De même qu'on ne fait aucune prédiction sur l'avenir, surtout pas en s'appuyant sur le passé parce qu'on sait que ça n'amène que des erreurs. Par contre, si on regarde des choses pragmatiques, et c'est vrai que chez Trust Team, nous regardons les clients, l'actif client des entreprises pour en déterminer un process d'investissement. Et là, ce qu'on observe, c'est que les clients un peu partout dans le monde sont dans une position
plutôt attentiste. Il surveille les évolutions, l'arrivée de disrupteurs. On l'a vu dans presque tous les secteurs maintenant, qui arrivent avec des offres qui sont vraiment packagées sur mesure pour les clients et qui leur plaisent. Et donc ces clients ont tendance à changer d'acteur et à se positionner sur d'autres acteurs qui ne sont pas forcément cotés en bourse aujourd'hui. Donc on va voir des changements extrêmement importants dans les années à venir dans le mode de consommation, dans le mode de perception des clients par rapport à l'entreprise et dans le rapport entre les clients et les entreprises, puisque le client avec son téléphone mobile a pris le pouvoir, il est capable de donner son avis à des centaines de milliers de personnes aujourd'hui en un clic. Et donc aujourd'hui, c'est lui dans les rapports du commerce qui prend le pouvoir. Et ça, on est obligé d'en tenir compte dans un process d'investissement pragmatique. Et ça, c'est un mouvement beaucoup plus puissant, selon vous, que les éventuels ajustements de 25 points de base des différentes banques centrales? Oui, tout le reste n'est que péripétie par rapport à ce qui se passe. En 2000 ans, on a vu un changement complet, c'est-à-dire que dans les rapports du commerce, c'était une loi de l'offre, on offrait des produits depuis 2000 ans et puis les gens les achetaient et s'ils n'étaient pas contents, de toute façon, ils n'avaient pas la capacité de s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont la capacité de comparer, une transparence absolue grâce à Internet et surtout cette capacité de s'exprimer, de donner leur avis. Et ça signifie que les rapports du commerce sont en train de changer et c'est extrêmement important pour les années à venir et ça explique la croissance très molle qu'on a depuis quelques années. Et donc c'est plus sur ces questions-là que vous vous concentrez chez Trust Team. Alors vous allez nous dire quelles sont selon vous les entreprises les mieux positionnées pour profiter de ces transformations en cours là dans le rapport entre le client et les entreprises. Et quel potentiel ça délivre sur les marchés, mais globalement ça signifie que les modèles du passé ne tiennent plus. Et donc, ça enlève un peu de visibilité, encore plus de visibilité pour l'évolution à venir et des résultats des entreprises et des rapports de force entre les entreprises et sur les marchés, l'évolution à venir des indices. On ne peut pas conduire une voiture en regardant le rétroviseur, de même qu'on ne peut pas prédire l'avenir en s'appuyant sur le passé, parce que le principe de l'avenir, c'est qu'il est imprévisible et que les chocs comme ceux qu'on a connus en 2008 ou 2009 étaient totalement imprévisibles. Et si on s'appuyait sur le passé, on ne pouvait pas les prévoir. Donc, partons d'un principe simple, c'est que l'homme n'a pas cette capacité de prédire l'avenir. Et on peut toujours chercher des moyens de prédire, d'aller chercher des poudres de perlimpinpin, de l'analyse chartiste et autres. Ça ne fonctionne pas. La réalité, c'est qu'il faut regarder des choses qui sont intangibles. Et l'actif, le client des entreprises, c'est la vraie valeur d'une entreprise. Le client est capital pour une entreprise. Une entreprise sans client, c'est au mieux une association, au pire un hobby. Mais une entreprise a besoin de ses clients. Ce qui fait la valeur, ce qui fait le chiffre d'affaires, ce sont les clients. Donc il nous semble beaucoup plus pragmatique d'analyser l'actif client en détail, de comprendre pourquoi ils sont satisfaits ou pourquoi ils sont insatisfaits et d'en déduire une pratique, un process d'investissement rigoureux. Bon, Julien, sur la poudre de perlimpinpin, voilà, il y a deux visions du marché, deux approches du marché qui se confrontent là. L'une par les entreprises, leur rapport aux clients et vraiment quelque part la stratégie des entreprises et les révolutions technologiques. Et puis de votre côté, plus le comportement global du marché, politique monétaire, et puis votre goût pour l'analyse technique aussi, qui pour vous drive quand même les tendances. Oh, l'analyse technique, non, alors ne drive pas les tendances en tant que telles. D'abord, juste pour souligner le point de mon contradicteur aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les consommateurs définissent en fait les marges futures des entreprises au travers de leurs choix quotidiens. Et effectivement, la disruption, enfin voilà, la déformation de la structure économique à laquelle on est en train d'assister dans le monde, qu'il s'agisse du beurre, des fintech, enfin, des tas de choses qui procèdent des mêmes modifications de structure, sont vraiment déterminantes et il faut les suivre. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que les gens vont acheter demain en bourse, parce que le principe de la gestion de portefeuille, c'est qu'il faut quand même détenir des actifs que d'autres personnes vont acheter après nous. Puisque détenir des actifs pour les détenir en soi, ça peut être une brillante idée. Mais si on cherche un rendement, si on cherche une performance, il faut bien que d'autres acteurs derrière achètent ces mêmes actifs dans le temps. Ça signifie pas d'acheter au plus bas ou de vendre au plus haut. Ce sont des solutions qui sont tout à fait impossibles, qui n'existent pas dans la réalité financière. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça, à ce moment-là, l'outil comportemental est relativement intéressant. Pour ce qui est de la notion de prédire l'avenir, bon, je pourrais renvoyer par exemple le livre d'Attali il y a 4 ou 5 ans où il dit, effectivement, prédire l'avenir, ça n'est pas possible. Mais on peut quand même tracer énormément de choses en observant la dynamique actuelle, le passé, la dynamique actuelle d'un certain nombre de structures pour dire c'est plutôt dans cette direction qu'on va. Il y aura toujours un aléa évidemment, mais c'est dans cette direction qu'on va. Et puis les recherches que j'ai menées, mais je ne suis pas le seul, dans le monde entier, les gens qui travaillent sur les cycles économiques aboutissent à des résultats qui sont tangibles, montrent que si on ne peut pas prédire strictement l'avenir, le rythme de l'économie
l'économie est quand même peut se distinguer assez bien. Évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est si la récession interviendra le 12 mars 2021 ou le 27 avril 2019. Ça, j'ai absolument aucune idée là-dessus. Et peut-être les astrologues, eux, de leur côté, ont des points de vue, mais je n'y connais rien en astrologie et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une petite référence à la poudre de perlimpinpin. Je n'ai pas ça. En revanche, j'ai 150 années d'historique de données économiques sur les marchés américains, enfin surtout sur l'économie américaine, et ça me permettait de dire justement il y a un an, attention, nous entrons dans une période de ralentissement, et ça me permet de dire, mais modéré, et ça me permet de dire en ce moment, nous venons de commencer une période de nouvelle expansion de l'économie. Ça ne veut pas dire un PIB à 4% de croissance annuelle, ça veut dire simplement que ce qu'on a connu depuis 1 an et demi, normalement on ne va pas le connaître à nouveau. Quand les ISM, je prends le manufacturier qui était à 59,60 il y a 1 an et demi, je disais il va retomber à 50, c'était un peu surprenant. Bah là, il est à 52, mettons. Je pense qu'il retourne à 58. Je sais que c'est surprenant, mais il y a une sorte de respiration dans l'économie qu'on peut à peu près identifier, qui est la même chose que les saisons en fait dans la nature. Il y a juste qu'il faut aller dans les données pour aller détecter ça. Voilà. Et ces principes de finance comportementale sont des principes qui existent depuis. Les premiers qui ont trouvé ça, c'est Clément Juglar, le Français, en 1864. C'était quelqu'un qui travaillait sur les registres des comptes de banque. C'est-à-dire qu'il regardait, qu'il voyait que tous les 7 à 11 ans, selon son expression, les comptes des banques étaient vides. Et il s'étonnait finalement de cette récurrence. Et puis d'autres ont travaillé derrière, d'autres chercheurs, les Américains notamment ont travaillé beaucoup dessus, pour dire finalement effectivement c'est comme le jour et la nuit. Quand il est minuit, on a plutôt tendance à dire qu'on est fatigué, et qu'à 7 heures du matin on est plutôt en forme. Mais c'est à peu près la même chose dans l'économie. On ne peut pas toujours développer l'économie, il y a des moments où on entre dans la récession et tout ça suit un rythme. Donc voilà pour l'écho en quelque sorte. Et en termes de conclusion d'investissement, tout ce travail d'analyse m'amène à penser que les marchés actions vont plutôt monter, mais je ne m'attends pas non plus à une séquence de 5 à 10 ans d'hausse. Je dis que les 18 mois qui viennent sont plutôt favorables. Un CAC 40 à 5000 points l'année prochaine ne m'étonnerait pas. Et puis en termes d'application, après, ça veut dire aller sur des actifs risqués. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Et on va parler justement de la location. De votre côté, Jean-Sébastien Belley, comment vous traduisez votre regard davantage concentré sur les stratégies, les disruptions technologiques, les disruptions dans le rapport entre les entreprises et la société? Comment tout ça vous le traduisez dans la location concrètement? Quelle valeur pour vous surfe le mieux sur ces changements du moment? Alors, on voit beaucoup de sociétés anglo-saxonnes. On a beaucoup parlé d'Amazon au cours de l'année précédente. Mais Amazon, quand on regarde les indices de satisfaction client de cette entreprise depuis plusieurs années dans tous les pays dans lesquels on se trouve, c'est la société qui est plébiscitée par tous les clients. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui est créée chez Amazon et que pour les années à venir, c'est une société porteuse. Après, il y a des niveaux de valorisation qui peuvent amener à ne pas investir dessus. Encore une fois, il faut bien séparer l'analyse de l'entreprise d'un côté et puis la perception des marchés de l'autre, qui est la valorisation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on trouve des valeurs en Europe. Air Liquide, par exemple, fait partie de ces dossiers, de ces sociétés. Air Liquide a une approche client, une culture client extrêmement forte depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les deux plus belles sociétés industrielles françaises, que sont Air Liquide et Michelin, sont des sociétés qui ont cette culture client au plus profond d'elles-mêmes et qui ont réussi à repousser des concurrents qui étaient extrêmement agressifs dans les deux cas de figure, très très loin, pour constituer aujourd'hui des oligopoles qui leur permettent d'avoir une visibilité et une pérennité extrêmement forte. Première idée. Voilà, donc on est toujours très positif sur Air Liquide. L'acquisition d'Airgaz fait qu'aujourd'hui, dans les bouteilles de gaz, ils servent 22 millions de bouteilles de gaz, 2 millions de clients à travers le monde. Et donc, il faut vraiment avoir une logistique, il faut avoir une culture client extrêmement forte pour pouvoir assurer ça. Et cette acquisition a été faite par Air Liquide pour justement s'imprégner de ce qui a été fait chez Airgaz, qui n'avait pas forcément, pour l'apporter aux clients. Et donc, on voit bien que cette culture client continue de dérouler chez Air Liquide. Donc, c'est un dossier qui nous semble, du point de vue du client, du point de vue de la pérennité et de l'organisation de la société, extrêmement intéressant pour l'avenir. C'est pas déjà joué, pricé par le marché, ça? Non, pour le coup, le marché attendait une augmentation de capital qui vient d'arriver. Donc le titre a pris beaucoup de retard et il est en baisse de près de 8% depuis le début de l'année, ce qui est totalement incohérent par rapport aux qualités intrinsèques de la société et au fait que c'est une société capable de surperformer la croissance molle qu'on a par ailleurs. Bon, Air Liquide, donc une autre idée pour surfer sur ces changements, ces disruptions et d'une entreprise bien armée face à cela. Oui, alors dans les sociétés plus petites et extrêmement intéressantes, qui montrent bien à quel point, en s'appuyant sur le client, on peut disrupter de grosses sociétés. Il y a le dossier Direct Energy, qui est une société qu'on suit depuis plusieurs années. Direct Energy, c'était une toute petite société, très peu connue, avec très peu de moyens, qui a dû s'allier avec Poweo, un acteur extrêmement bancal, en quasi-faillite.
pour créer cette société Direct Énergie qui aujourd'hui prend des clients à EDF et devient une société capable de racheter des centrales pour produire de l'énergie et donc d'avoir 5 ou 600 000 clients qui migrent chaque année vers Direct Énergie, qui va permettre à Direct Énergie, en s'appuyant sur un socle français extrêmement fort, de commencer à se développer à l'international. Et on peut parier que Direct Énergie, à l'inverse d'EDF, continuera d'être un investissement extrêmement rentable pour les gens qui voudront accompagner cette société. Le cours a déjà été multiplié par 3 au cours des 2 dernières années. Mais là encore, la valorisation est extrêmement raisonnable au regard de la satisfaction client, de la culture client, de l'engagement client de cette société et du fait que ces clients non seulement restent fidèles, mais en plus ont tendance, en parlant autour d'eux, à dire qu'il faut plutôt migrer d'EDF vers Direct Énergie. En hausse aujourd'hui, Direct Énergie de 0,6%. Voilà quelques idées donc basées sur la satisfaction client, votre dada chez Trust Team Finance. Julien, votre regard plus comportementaliste, chartiste également, quelles sont les valeurs, au regard peut-être aussi des publications en cours sur le marché, les valeurs dont vous sentez qu'elles ont un fort potentiel? Alors, chez nous, le raisonnement, c'est les cycles économiques, ensuite le momentum sectoriel pour savoir où est-ce qu'on va piocher des valeurs, ensuite le stock picking en tant que tel, puis vous avez une référence à l'analyse technique. Elle nous sert pour un sujet bien précis, c'est de mettre en fait ce qu'on appelle c'est pas tout à fait des stop loss comme en trading, mais des zones à partir desquelles on va constater qu'on a tort dans notre sélection. Donc l'analyse technique nous sert beaucoup à gérer les risques plutôt qu'à sélectionner. Alors, je parlais tout à l'heure du cycle de 7 à 11 ans, cycle de l'économie. En bourse, on retrouve un petit peu ça, ce qu'on appelle le cycle décennal. Il se trouve, il y a des invariables très très forts dans un cycle complet. D'abord, dans les 3/4 du temps, le marché américain fait mieux que le marché européen. C'est des choses il est plus facile de dire, je pense que le marché européen va faire moins bien que le marché américain. Statistiquement, on a 3 chances sur 4 d'avoir raison. Il y a aussi les valeurs de croissance qui, dans 3 temps sur 4, font mieux que les valeurs dites value, les valeurs d'actifs. Donc forcément, on est tenté très régulièrement de s'intéresser aux valeurs de croissance et s'intéresser au marché américain. Il se trouve qu'on a une période du cycle où c'est l'autre quart qui va se produire selon nous, qui d'ailleurs est déjà en train de commencer à se produire. Donc, ça veut dire quoi en termes de valeurs? D'abord, on s'intéresse à l'Europe et pas aux USA. Ensuite, on s'intéresse aux actions et pas aux obligations, mais ça découle de toute la logique sur les taux. Et d'ailleurs, ne serait-ce que les rendements, c'est-à-dire la logique strictement financière l'impose. Mais ensuite, en termes de valeurs, on va être sur tout ce qui va être value, et tout ce qui va être actif risqué. Donc concrètement, nous sommes en sous-pondération sur des dossiers qu'on a toujours aimés, comme Sanofi, comme Danone, comme Pernod Ricard. Voilà, ce sont des entreprises magnifiques, mais on pense qu'elles ne vont pas attirer l'œil des investisseurs. En revanche, on pense que la technologie en ce moment c'est-à-dire une partie risquée, a vraiment beaucoup d'avenir dans les 12-18 mois qui viennent. On vient d'intégrer au portefeuille en début de semaine ST Micro. Donc c'est pas une entreprise dont le comportement boursier est de tout repos. Il faut savoir qu'en ce moment on est obligé de prendre des risques, mais ça correspond aussi à l'environnement de taux bas et à la perspective de la Banque centrale. On est aussi sur des secteurs cycliques de l'automobile, avec des investissements dans des surpondérations dans Valeo, des investissements dans Daimler aussi. D'accord. Voilà les choses qui nous intéressent. Mais... Et on continue, Valeo à des plus hauts historiques, c'est pas un frein, au contraire, c'est peut-être un booster supplémentaire même pour ce titre. Alors en termes de risque, d'abord la probabilité qu'il y ait un effondrement d'un actif qui est sur un plus haut historique, cette probabilité, elle est inférieure à 0,1% statistiquement. Oui. On n'a jamais des grandes paniques. Si vous prenez le cas Volkswagen, au moment de l'annonce de Volkswagen, des problèmes que Volkswagen a rencontrés, l'action baissait depuis déjà 6 mois. Donc il faut toujours bien mettre les choses en perspective. Une tragédie n'arrive pratiquement jamais sur un sommet. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que quand on est sur un sommet historique, tous les investisseurs sont gagnants. Donc c'est-à-dire que la capacité à prendre peur et à créer une volatilité excessive, elle est très basse. Donc les titres au plus historiques ne nous inquiètent pas a priori. Ça peut inquiéter les gens qui raisonnent sur la valeur en disant qu'ils sont trop chers. Mais moi j'ai toujours pensé qu'un titre très cher peut encore monter de 10% tout en restant très cher. Ce sont des choses que j'ai déjà pu constater. Donc je ne raisonne pas à partir de la valeur, mais plutôt à partir du comportement. Donc effectivement, un titre comme Valeo mérite encore de figurer en portefeuille, selon bien que ce secteur soit un peu sous revue. Mais notre grand pari qu'on a initié il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à 2-3 reprises et qu'on maintient aujourd'hui, c'est le secteur bancaire dont on pense que la réappréciation est en cours et qu'elle va être très significative. Et qu'en gestion... Même si la BCE n'annonçait rien de nouveau sur le QI, si elle ne réduisait pas son QI, ça ne pourrait pas créer une déception sur ce secteur bancaire qui a profité des récentes rumeurs, par exemple ? En fait, toute la partie efficacité de la politique monétaire non orthodoxe,
elle est passée. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le marché s'est interrogé sur l'efficacité économique de ça pour conclure finalement que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a un pendant, c'est un versant négatif de tout ça, c'est la conséquence pour les banques. Avec effectivement des taux courts négatifs et des taux longs qui sont extrêmement bas, aucune pontification, c'est compliqué pour les banques de dégager en fait une structure de revenus. Et bien à partir du moment où les banques centrales décident de reculer doucement sur ce terrain-là, prenant en compte tout ce que je viens de dire, eh bien normalement les banques vont retrouver des marges. Jean-Sébastien Belley, vous pouvez rejoindre là sur le coup Julien Nebenzal sur le secteur bancaire ou sur certaines banques oui, alors pour les prochains mois, les sur le prochains secteur trimestres. bancaire, on n'a pas investi du tout depuis plusieurs années parce que les enquêtes de satisfaction client sur les banques traditionnelles sont extrêmement négatives. Et donc on voit bien que les problèmes que traversent les banques depuis plusieurs années sont liés au fait que les clients n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir quitter ces banques. Donc les banques vont chercher de la rentabilité sur des actifs beaucoup plus risqués, à l'image de la Deutsche Bank, et du coup se retrouvent très vite confrontées à des crises de façon régulière parce qu'elles vont sur des actifs risqués. On préférait qu'elles se concentrent sur le client. Une banque en Suède, Svenska Handelsbanken, qui a publié aujourd'hui, est la seule banque européenne à son plus haut historique. Une banque à son plus haut historique en Europe. À son plus haut historique, exactement. La seule banque européenne, mais c'est une banque de retail qui a des petites agences dans les quartiers. Les gens doivent travailler dans le quartier dans lequel ils habitent ou habiter dans le quartier dans lequel ils travaillent. Ils font des produits pour les clients. C'est une banque qui a un ratio Core Tier 1 de 24%. Et donc c'est la seule banque que nous avons en portefeuille parce que il nous semble que son approche client, et cette banque est plébiscitée par ses clients, des taux de satisfaction de plus de 90%. Elle fait son métier de banquier. Bon, et donc elle est un peu historique. Ça existe, des banques à leur plus historique en ce moment, même en Europe. Comment elle s'appelle, vous nous disiez? Svenska Handelsbanken. Bon. Merci pour ce conseil, donc pourquoi pas y investir. Merci à tous les deux pour ce face-à-face. Julien Nebenzal pour Futur AM et Jean-Sébastien Belley, le fondateur associé de Trust Team Finance. À très bientôt sur BFM Business et on suivra ce soir les minutes, non pas les minutes, le livre beige, c'est le beige book de la Réserve fédérale américaine après 20h. En attendant, le CAC 40 toujours prudent, légère baisse, moins 0,18%. On est sur les 4500 points en ce moment.